Nous sommes au printemps 2012, en France, plus précisément dans la région ariégeoise. Le beau temps incite les promeneurs à enfiler leurs meilleures chaussures de randonnée afin de profiter des merveilles de la nature qui s'éveillent dans un balai de couleurs et d'odeurs. Ce vendredi 11 mai 2012 est aussi une très belle journée pour les amoureux des champignons, toujours prêts à sillonner avec plaisir les chemins forestiers à la recherche de la perle rare. L'un d'eux, un retraité accompagné de son chien, décide ainsi que le moment est idéal pour partir à la cueillette aux morilles dans la vallée du Vic de Sceaux, située entre les villages de Vic de Sceaux et de Goulier. L'homme s'enfonce dans la forêt en quadrillant le sol du regard à l'affût de ces précieux champignons. Soudain, il réalise que son chien n'est plus en train de marcher à ses côtés. C'est étrange, car l'animal n'a pas pour habitude de s'éloigner de son maître de cette façon. Heureusement, le retraité repère vite son fidèle compagnon en train de gratter une petite motte de terre quelques mètres plus loin. Il l'appelle, le siffle, en vain. Le chien semble avoir trouvé quelque chose qui lui fait creuser frénétiquement la terre meuble. Intrigué, son propriétaire le rejoint pour savoir ce qui peut bien l'accaparer de la sorte. Mais lorsqu'il réalise ce que son chien vient de déterrer, son sang se glace. Il s'agit d'un crâne. Malgré le choc et la surprise, l'homme est sûr qu'il est face à un crâne d'origine humaine, qui est tout de même difficile à confondre avec celui d'un animal. La cueillette aux morilles vient de prendre une tournure des plus morbides. Alors comment ce crâne est-il arrivé dans cette forêt ? Eh bien, c'est une longue histoire. Installez-vous. Le premier réflexe du retraité est de composer immédiatement le 17, afin de prévenir les services de gendarmerie de sa macabre découverte. Une fois arrivés sur place, les gendarmes confirment qu'il s'agit bien d'un crâne humain. Ils se mettent alors à fouiller le périmètre à proximité. Peut-être que le squelette appartenant à ce crâne se trouve dans les parages, ou que d'autres choses comme des vêtements ou des objets sont encore là, quelque part. Le squelette, en état de décomposition avancée, est dépouillé de toute trace de chair. Ce n'est plus qu'un tas d'ossements recouverts par endroits de morceaux de peau momifiés. Il semble toutefois évident que le crâne sur lequel est tombé le promeneur et le squelette trouvé un peu plus loin appartiennent à la même personne. Oui, et qui ? Les animaux sont très certainement passés par là, et la météo changeante de ce début de printemps n'a pas aidé non plus à la conservation du corps. Dans l'état actuel des choses, il n'est même pas possible de discerner si le cadavre du malheureux était celui d'un homme ou bien d'une femme. Mais les gendarmes remarquent déjà quelques détails troublants qui laissent tout de suite à penser que la mort de cet individu ne résulte certainement pas d'un accident. Au contraire, il semblerait qu'ils aient face à eux la victime d'un meurtre particulièrement brutal. Pour preuve, la mâchoire est fracturée, les dents semblent avoir été arrachées, et le crâne porte des traces de coups violents. Même si des animaux se sont occupés de ronger les restes de la dépouille, ils ne causent pas ce genre de dégâts sur les os humains en général. Plus intriguant encore, tout le haut du squelette est noirci, ce qui indique que quelqu'un a probablement tenté de mettre le feu au cadavre. Avec ces seules constatations, les gendarmes ont déjà le sentiment désagréable que ce crime pourrait être encore bien plus effroyable que ce qu'ils peuvent imaginer. Et oui, les enquêteurs envisagent tout de suite le crime. L'accident est une option quasiment exclue d'entrée. On ne se fait pas ce genre de blessure seul au milieu d'une forêt de façon accidentelle. Il est donc primordial d'identifier la victime afin de retrouver le coupable avant qu'il ne frappe à nouveau. Pour cela, il n'existe pas 36 solutions. Ce sera au médecin légiste de faire parler la science et, dans ce cas précis, d'opérer un miracle. Un miracle parce que, sans les tissus organiques, l'autopsie devient beaucoup plus difficile. Et la plupart du temps, il devient impossible de déceler la cause de la mort. Et puis, s'il y a eu une tentative pour se débarrasser du corps par le feu, beaucoup de preuves médico-légales, peut-être cruciales, sont parties en fumée. Le feu et l'eau étant les deux pires ennemis de la police scientifique. Un objet a toutefois été retrouvé sur l'annulaire de la victime. Une bague de mauvaise qualité, abîmée par le feu, mais sur laquelle il est encore possible de lire le chiffre 18, accompagné de la lettre K.
En attendant les premiers retours du médecin légiste, les enquêteurs lancent un appel à témoins avec la photo de la bague en espérant que quelqu'un la reconnaisse. Malheureusement, personne ne se manifeste. Près d'une semaine s'est déjà écoulée depuis l'atroce découverte faite par le cueilleur de champignons. Le légiste vient enfin de terminer son rapport. Et celui-ci est pour le moins instructif. Comme s'y attendaient les gendarmes, la victime a bien été sauvagement battue. Son nez, sa mâchoire et son crâne sont fracturés. Les dents ont bien été arrachées, même si le terme « pulvérisé » serait plus exact. Ce sont des coups extrêmement violents qui les ont déchaussés. Ce détail est sordide, mais il vient éteindre définitivement l'hypothèse de l'accident, bien que personne ne l'envisage. Parce que pour réussir à déraciner des dents de la gencive, en frappant simplement la victime, cela vous laisse imaginer la puissance et la brutalité des coups. Et par conséquent, il est impossible que cela soit le fruit d'un accident. Mais ce n'est pas tout. Des traces de coups de couteau sont aussi relevées. L'une sur le crâne, l'autre dans le dos, et 4 encore au niveau de l'abdomen. La victime a été littéralement massacrée. On ne lui a laissé aucune chance de s'en sortir. L'acharnement et la violence dont il ou elle a été l'objet fait réellement froid dans le dos. Car ce qui est à présent certain, c'est que quelqu'un est en train de se promener dans la nature, et que cette personne est capable d'un déferlement de rage et de brutalité tel qu'en ont rarement vu les gendarmes. Le médecin légiste confirme aussi la présence d'une crémation sur le haut du corps. La victime a bien été calcinée. Plus important encore, il est capable d'affirmer qu'il s'agit d'un homme d'environ 1,70 m, de type caucasien, et dont l'âge se situerait entre 19 et 25 ans. Un homme très jeune, donc, qui avait encore toute la vie devant lui. Même si ces informations sont capitales dans le processus d'identification de la victime, elles ne permettent pas encore de lui donner un nom. Des analyses ADN sont bien sûr demandées, mais celles-ci sont longues et coûteuses, et n'offrent aucune garantie de trouver une correspondance. C'est toutefois le seul espoir des gendarmes à ce stade. Et la chance va finir par leur sourire plus d'1 mois après la découverte des ossements. L'ADN a matché, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que le prélèvement fait sur le squelette de la victime a trouvé une correspondance parfaite avec l'un des ADN déjà enregistrés dans la base de données du FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. La raison pour laquelle les chances qu'une telle correspondance survienne soient minimes, c'est que tout le monde n'est pas répertorié dans ce fichier. Pour faire partie des chanceux, il faut que vous ayez été déjà condamné ou suspecté d'un crime ou d'un délit grave. Cela peut aller du vol de voiture au meurtre, en passant par une conduite en état d'ébriété. Cela indique donc également que la victime de la vallée du Vic d'Osso n'était pas inconnue des services de gendarmerie. Le jeune homme, âgé de 19 ans à peine, se nomme Kevin Cellier. Et en effet, il avait déjà été arrêté pour des faits de vol à l'étalage. C'est à cette occasion que son ADN avait été relevé, permettant son identification formelle des années plus tard. Les gendarmes connaissent aussi défavorablement Kevin pour des petits trafics de drogue. Ce n'était qu'occasionnel et les quantités étaient relativement minimes. Mais cela n'en reste pas moins illégal. Et surtout, une piste à explorer pour élucider le meurtre de Kevin. Tout naturellement, les enquêteurs se demandent si le jeune homme n'aurait pas été la cible d'un règlement de compte dans le milieu, entre jeunes délinquants. S'il ne devait pas de l'argent à la mauvaise personne, ou s'il n'avait pas fini par s'attirer de gros ennuis. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? La gendarmerie est parvenue à identifier le corps découvert dans le bois par un chasseur de champignons. Il s'agit de Kevin Cellier, un jeune homme de 19 ans à peine. Les autorités sont inquiètes. Le rapport du médecin légiste est clair. La victime a été brutalisée d'une façon inouïe. Il y a donc une personne extrêmement violente qui se balade dans les parages. Puisque Kevin baignait dans le monde de la délinquance, les gendarmes songent à un règlement de compte particulièrement barbare pour faire un exemple. Afin de vérifier cette théorie, les dealers de la région sont mis sur écoute pendant quelques temps, sans que les gendarmes ne parviennent cependant à obtenir le moindre résultat. Rien n'indique que le meurtre de Kevin soit lié à une histoire de stupéfiants. L'enquête en est donc toujours au point de départ.
Les réponses se trouvent peut-être dans l'entourage de Kevin, à commencer par l'oncle et la tante de ce dernier. Comme ses parents n'étaient pas en capacité de le prendre en charge, ce sont en effet eux qui ont élevé Kevin comme leur propre fils depuis qu'il est petit, et chez qui il vivait encore. Vu l'état de décomposition avancé du corps, il est évident qu'il a disparu depuis plusieurs mois au moins. Son oncle et sa tante ont donc forcément remarqué son absence. Et peut-être même avait-il signalé sa disparition. Après vérification, les gendarmes se rendent compte que c'est effectivement le cas. L'oncle et la tante de Kevin Sellier ont déclaré sa disparition 2 mois plus tôt, en mars 2012. Ces derniers, résidant dans la région, subissent un terrible choc lorsqu'ils apprennent que le jeune homme ne rentrera plus jamais à la maison. D'autant que Kevin est mort dans des circonstances atroces qui ne font qu'aggraver la peine et l'incompréhension de sa famille. Surtout que, selon eux, c'était un garçon extrêmement gentil, travailleur et toujours prêt à aider. Ils n'arrivent tout simplement pas à croire que quelqu'un ait pu lui ôter la vie intentionnellement. Encore moins quelqu'un qu'il puisse connaître et qui ferait partie de son cercle d'amis. Tout cela n'a décidément aucun sens. Kevin était heureux, bien entouré. Il était même en couple avec une jeune fille qu'il avait officiellement présentée à son oncle et sa tante. Bien sûr, les gendarmes gardent en tête le fait que Kevin est un délinquant connu des services de gendarmerie de la région. Mais puisque cette piste a déjà été écartée, ils choisissent de se concentrer sur les connaissances de Kevin. Dans son groupe d'amis, il y a notamment 2 noms qui reviennent très souvent à leurs oreilles, Cindy et Laura. Elles vivent toutes les 2 ensemble, en colocation, et connaissent effectivement très bien Kevin pour avoir souvent eu l'habitude de faire la fête ensemble. C'est ce qu'elles confirment face aux gendarmes venus les interroger. Elles confient ne plus avoir aucune nouvelle de lui depuis 2 mois, ce qui correspond à la date de sa disparition. Mais les filles, contrairement à l'oncle et à la tante de Kevin, ne se sont pas fait plus de soucis que cela. Selon elles, le jeune homme avait parlé de nombreuses fois de son désir d'aller vivre en Espagne. Elles ont donc pensé qu'il avait fini par partir comme cela, sans avertir personne, afin de vivre son rêve espagnol. C'est tout de même étrange. Car si rien n'empêchait Kevin de tout plaquer du jour au lendemain, sans demander l'avis de qui que ce soit, pour quelle raison aurait-il décidé de ne plus donner aucune nouvelle à ses amis proches ou à ceux qu'il considérait comme ses propres parents? De plus, lorsque les gendarmes demandent à Cindy et Laura quel jour elles ont vu Kevin pour la dernière fois, celles-ci répondent du tac au tac qu'il s'agit de la date du 20 mars, soit 4 jours avant la disparition du jeune homme. Les gendarmes sont un peu perplexes. Les filles leur ont communiqué la date sans la moindre hésitation, comme si elles venaient d'en parler, alors que 2 mois se sont déjà écoulés. Une once d'hésitation n'aurait pas été anormale. Il y a très certainement quelque chose à creuser du côté des 2 colocataires. C'est ce qu'entreprennent immédiatement de faire les enquêteurs, qui découvrent que Cindy Pereira, l'une des 2 amies de Kevin, leur a en fait menti. Son téléphone portable borne à Vic-de-Sceaux le 24 mars dans l'après-midi, le jour supposé du meurtre. Mais surtout, le téléphone de Kevin borne exactement au même endroit et à la même heure. Elle était donc avec lui ce 24 mars. En tout cas, les agents en sont persuadés, alors qu'elle avait affirmé ne pas l'avoir revu depuis le 20 mars. Pourquoi a-t-elle caché aux enquêteurs le fait qu'elle se trouvait en sa présence le jour de sa mort? La question mérite réflexion et pousse les gendarmes à vouloir en savoir plus sur la jeune fille qui devient suspecte à leurs yeux. La gendarmerie vient de mettre la main sur son premier suspect dans son enquête sur le terrible homicide de Kevin Sellier. Il s'agit de Cindy Pereira, une jeune fille qui, de prime abord, ne semble pas impliquée. Pourtant, elle a menti aux enquêteurs, qui décident alors de scruter son passé. Elle a beau être fêtarde, en premier lieu, Cindy Pereira apparaît surtout être quelqu'un qui ne ménage pas sa peine. Depuis qu'elle a obtenu son bac, elle a enchaîné bon nombre de petits boulots sans jamais se plaindre. Elle semble, en plus de cela, porter une grande attention aux autres et cultiver des valeurs telles que l'empathie et la générosité. Par exemple, dès qu'elle le peut, Cindy accompagne sa grand-mère à Lourdes pour fournir de l'aide aux personnes handicapées. Bien entourée, aimée par sa sœur et ses parents, elle mène une vie tout à fait ordinaire, voire modèle. Comment imaginer qu'elle ait pu littéralement massacrer l'un de ses amis?
Sans compter qu'elle ne mesure qu'un petit mètre 55, quand Kevin, en plus d'être athlétique, dépasse le mètre 70. Au-delà de la question morale, s'ajoute donc un problème bien plus technique. Cindy aurait-elle pu avoir physiquement le dessus sur Kevin? Parce que, rappelez-vous, il fallait une opposition sacrément puissante face au jeune homme pour lui causer des blessures mortelles sur son crâne et surtout réussir à déchausser plusieurs de ses dents. Mais d'un autre côté, si Cindy n'a rien à se reprocher, pourquoi a-t-elle délibérément menti concernant sa présence avec Kevin le jour de sa disparition? Il est temps pour la jeune femme de s'expliquer directement devant les gendarmes. Elle est placée en garde à vue. Mais aussitôt, quelque chose de complètement inattendu se produit. Cindy avoue que c'est elle qui a assassiné Kevin. Les gendarmes peinent à croire ce qu'ils viennent d'entendre. Pourtant, Cindy Pereira insiste. C'est elle, et elle seule, qui a poignardé son ami à plusieurs reprises et a incendié son cadavre. Elle n'a évidemment pas agi sans raison. Il s'agissait même d'un état de légitime défense. Cindy entame alors le récit ahurissant de la mort de Kevin. Elle raconte que ce jour du 24 mars 2012, elle se trouve en compagnie d'un ami d'enfance du nom de Johan Gamiocipi. Ils sont tous les deux en voiture et se dirigent vers Vic de Sceaux, où ils ont prévu d'effectuer une randonnée. À cet effet, les deux amis ont d'ailleurs amené un pique-nique composé entre autres d'un poulet rôti entier, ainsi qu'un couteau pour découper la viande de la volaille. Sur la route, ils croisent Kevin en train de faire du stop. Comme Cindy est une bonne amie à lui, elle décide de s'arrêter pour le faire monter en voiture. Une fois arrivé dans la vallée de Vic de Sceaux, Johan indique à Cindy qu'il a un besoin pressant à soulager. Cindy trouve alors un petit chemin forestier dans lequel elle engage le véhicule. Johan descend, puis s'éloigne dans la végétation afin de se dénicher un coin abrité des regards. Seulement, alors que Kevin et Cindy se retrouvent seuls dans la voiture, Kevin aurait tenté de caresser la cuisse de Cindy, ce qui aurait fait sortir la jeune femme de ses gonds. Une altercation s'ensuit dans le véhicule. Les portières étant ouvertes, Cindy saisit une grosse pierre située de son côté et frappe Kevin 3 fois en plein visage. Toujours selon les dires de Cindy, Kevin, blessé, aperçoit un couteau qui traîne par terre et poignarde brutalement Cindy au niveau du bras gauche, tout en laissant planter la lame dans sa chair. C'est à cet instant que la situation dégénère réellement, car Kevin décide de quitter le véhicule. Cindy, le temps d'un quart de seconde, pense que son ami va faire le tour de la voiture pour venir la tuer. Avant qu'il ne soit trop tard pour elle, elle retire la lame restée plantée dans son bras gauche et poursuit Kevin en le poignardant plusieurs fois mortellement. La scène ne se déroule pas en quelques secondes, elle dure un certain temps. Un temps pendant lequel Kevin comme Cindy ont haussé le ton, crié, hurlé de douleur et de rage. Mais aucun de ces bruits ou de ces éclats de voix ne serait parvenu jusqu'à Johan, en train d'uriner à quelques mètres d'eux. Le récit a beau être précis, il sonne légèrement faux aux oreilles des enquêteurs, qui ne peuvent pas croire que l'ami d'enfance de Cindy ne soit pas intervenu d'une manière ou d'une autre, alors que Kevin et elle étaient en train de s'entretuer. Cependant, dans un premier temps, il laisse la jeune femme aller au bout de son histoire. En état de sidération, Johan et elle auraient décidé d'agir de la façon la plus raisonnable afin de ne pas passer le reste de leur vie en prison. Se débarrasser du corps sans vie de Kevin Cellier. Cela tombe bien. Une bouteille de White Spirit, un détergent, traîne justement dans le coffre de la voiture de Cindy. Le produit va permettre au duo de mettre le feu au cadavre de Kevin, avant de le recouvrir de nombreux branchages. Mais le plus incroyable reste encore à venir, car, avec un sang-froid inouï, Cindy raconte qu'après avoir incendié le corps de Kevin, Johan et elle ont ressenti une petite fringale, et qu'ils ont eu envie de se rendre au fast-food. La mort brutale de Kevin s'est donc soldée par un bon repas à deux au McDonald's du coin. Fort heureusement, la majorité d'entre nous n'a jamais eu à tuer qui que ce soit. Mais si cela devait nous arriver, nul doute que le choc, l'horreur et la culpabilité nous couperaient l'appétit, plutôt que l'inverse. Ce détail, raconté si froidement par une jeune fille à l'apparence modèle, laisse les gendarmes complètement ahuris. Un mauvais pressentiment les pousse à retourner sur le lieu du meurtre de Kevin
afin de vérifier quelques points dans l'histoire racontée par Cindy. Ils font bien, car une fois à l'endroit précis où se seraient déroulés les faits, plusieurs choses leur sautent aux yeux. Déjà, le sentier est composé uniquement de terre. Même en cherchant de longues minutes, aucun des gendarmes présents sur place ne parvient à mettre la main sur la moindre pierre, alors que Cindy leur avait pourtant dit qu'elle n'avait eu qu'à se pencher pour en trouver une. Et puis, ce chemin est extrêmement éloigné de la route. S'il ne s'agissait que d'un besoin pressant, pourquoi s'enfoncer aussi loin dans un sentier sans le moindre passage ? Quelques mètres auraient largement suffi pour que Joanne soit tranquille. La voiture de Cindy est passée au peigne fin par la police scientifique. Si ce qu'elle dit est vrai, des traces ADN seront forcément retrouvées à l'intérieur de l'habitacle. Or, force est de constater que le véhicule a été méticuleusement nettoyé, aspiré et désinfecté. De plus, en inspectant le contenu du coffre, les gendarmes tombent sur une impressionnante quantité de matériel qui aurait très bien pu servir à commettre un crime, tels que des cordes, des sacs plastiques, des couteaux ou encore des bouteilles de White Spirit. C'est littéralement le nécessaire du petit tueur qui se trouve dans cette voiture. Et les gendarmes ont malheureusement bien trop d'expérience dans ce genre d'affaires pour ne pas s'en rendre compte aussitôt. Interrogée sur ce fait, Cindy clame toujours avec le même détachement qu'il n'y a rien d'anormal, et que c'est simplement parce qu'elle fait souvent des travaux de bricolage. La coïncidence est tout de même improbable. Les enquêteurs ne croient pas Cindy. Pour eux, elle ne leur dit pas toute la vérité, et a très probablement prémédité le meurtre de Kevin. Voilà qui change toute la donne pour la jeune femme, car elle risque une peine bien plus lourde s'il est prouvé qu'elle a effectivement préparé le crime à l'avance. À la surprise générale, c'est justement ce que va confirmer en garde à vue l'ami d'enfance de Cindy Pereira, celui-là même qui a participé à la crémation du corps de Kevin, Joan Gamiocipi. Les gendarmes ont écouté attentivement la version de Cindy Pereira qui reconnaît être la meurtrière du jeune Kevin Sellier. Mais si elle a agi ainsi, c'est pour une bonne raison. Elle tentait d'échapper à un meurtre. Le seul problème pour Cindy, c'est que les enquêteurs ne la croient pas. Il y a des incohérences dans sa version, à commencer par l'absence de Joan lors de son combat avec Kevin. Pour comprendre, les agents rendent directement visite à celui-ci. Joan affirme en effet que Cindy avait chargé son coffre avec les bouteilles de White Spirit, les cordes, les sacs poubelles, les couteaux ainsi que des bâches censées l'aider à déplacer le corps sans vie de Kevin. Une seule question est alors sur les lèvres des enquêteurs. Pourquoi Cindy, cette jeune fille bien sous tout rapport, voulait-elle tuer celui qu'elle considérait comme son ami ? Il s'agirait en fait d'une stupide histoire de vengeance. Car Kevin aurait dérobé une enveloppe contenant 400 € en liquide chez les grands-parents de Cindy. Confrontée aux propos de Joan, Cindy admet qu'elle a bien développé une haine incommensurable à l'égard de Kevin après le vol de ses 400 €. Mais pas seulement, puisqu'elle avoue aux gendarmes que Kevin l'aurait agressée sexuellement 15 jours auparavant, lors d'une soirée organisée chez elle. À l'occasion de cette soirée, où étaient donc présents plusieurs jeunes ainsi que Kevin, Cindy se serait endormie dans sa chambre et aurait fait un rêve érotique. Lorsqu'elle se serait réveillée, Kevin se serait trouvé allongé sur elle, en train d'abuser sexuellement de la jeune fille. Cindy serait parvenue à le repousser, et l'histoire en serait restée là, dans un premier temps. Sauf qu'encore une fois, les gendarmes vont réaliser que cette histoire de viol ne tient pas debout, pour une simple et bonne raison. Parmi la douzaine d'invités présents à la fête, personne n'a remarqué quoi que ce soit. Pourtant, la configuration de l'appartement obligeait forcément les invités à passer par la chambre de Cindy, pour se rendre aux toilettes ou dans la salle de bain, et donc passer par là où l'agression se serait déroulée. Les jeunes buvaient bière sur bière, remplissant leur vessie durant toute cette période. Et ce qui veut dire que bon nombre d'entre eux ont eu besoin d'aller se soulager durant la nuit. Il serait surprenant qu'aucun des invités n'ait eu besoin de se rendre aux toilettes pendant tout le moment de l'agression décrite par Cindy. Comment Kevin Sellier aurait-il pu commettre cette agression tout en sachant que n'importe qui aurait pu passer par la chambre à tout moment ? Et comment est-il possible, si le crime a bien eu lieu, que personne ne soit tombé sur lui par hasard à ce moment-là ? L'hypothèse de l'agression sexuelle,
qu'elle soit vraie ou fausse, influencera peut-être la clémence des jurés lors du procès de Cindy. Mais n'innocente cependant en rien la jeune fille de 19 ans qui est mise en examen pour meurtre avec préméditation. Un point reste cependant à éclaircir dans cette affaire. Et il concerne Joanne, l'amie d'enfance de Cindy. Les gendarmes se demandent à juste titre quelle est sa réelle implication dans l'affaire. Et ce n'est pas son look sombre et gothique qui les interpelle, mais plutôt le fait qu'avec son mètre 96 et ses 90 kilos, le jeune homme est une vraie force de la nature. Une force qui aurait pu être bien utile afin de causer les dégâts sévères qu'a subi la victime. Si l'on considère les marques de couteau visibles jusque sur les os de Kevin, on comprend qu'il a fallu faire preuve d'une violence et d'une force peu communes. Joanne serait certes plus crédible que Cindy dans le rôle de l'assassin, mais cela reste encore à vérifier. Il faut donc chercher à en apprendre davantage au sujet de l'amie d'enfance de Cindy. Une tâche qui ne s'avérera pas difficile, tant Joanne fait parler dans son village. Car en plus de ne pas passer inaperçu visuellement, il se vante à qui veut l'entendre qu'il pratique le satanisme, et qu'il a déjà commis 3 meurtres dans la ville de Colmar, en Alsace. Son obsession pour le morbide le pousse même jusqu'à torturer des chats, qu'il s'amuse à éventrer pendant son temps libre. Cindy, qui connaît très bien Joanne, n'ignorait ni son penchant pour la mort, ni les séances de torture qu'il faisait subir aux pauvres félins ayant eu le malheur de croiser sa route. D'ailleurs, lorsque Joanne lui racontait, elle se mettait à rire. Sa colocataire, Laura, ne comprend pas comment son ami peut trouver ces faits si amusants. En fait, Joanne la terrorise. Et elle demande même à Cindy de ne plus le recevoir à l'appartement en sa présence. La jeune femme estime que derrière ce comportement se cache en réalité un vrai psychopathe. Derrière cette noirceur apparente et toute cette perversion, Joanne est cependant un jeune homme doté d'une intelligence supérieure à la moyenne. Enfant, rien ne le différencie des autres. Passionné de musique et de nature, il dénote toutefois grâce à ses grandes facilités en classe, ce qui pousse les élèves à le catégoriser d'intello au lycée. C'est à cette période que Joanne change brusquement d'apparence et commence à adopter un style gothique. Il se teint les cheveux en noir et se met à porter de grosses bagues à tous les doigts et de longs manteaux en cuir afin d'inspirer la terreur autour de lui. Mais le plus glaçant reste à venir, car les camarades de promotion de Joanne ont un aveu à faire aux gendarmes. Une semaine avant le meurtre de Kevin Sellier, Joanne a fièrement annoncé que Cindy comptait lui faire un cadeau exceptionnel pour son anniversaire à venir. Et ce n'était rien de moins que le meurtre de Kevin. Joanne ne connaît pas Kevin, mais Cindy le rassure en lui expliquant que ce n'est qu'un vaurien, dont la vie n'a pas la moindre valeur et qui ne manquera à personne. C'est la victime idéale, d'autant qu'il a osé voler de l'argent à ses grands-parents. Un petit délinquant, donc, qui méritera de toute façon ce qui va lui arriver. Le plan du duo diabolique a un nom, le plan Dexter, en référence au tueur en série de la célèbre série télévisée du même nom. Joanne, qui parle décidément beaucoup, raconte ensuite à ses camarades qu'il est allé acheter tout le matériel nécessaire pour le meurtre. Des cordes, du détergent, ainsi que des sacs poubelles. 2 jours après le meurtre, il annonce très fièrement qu'il a enfin eu son cadeau. Il tient même à donner tous les détails à son auditoire. Oui, c'est totalement incroyable. Mais cet ingénieur en devenir que l'on dit extrêmement intelligent, crie bel et bien sur tous les toits qu'il a assassiné quelqu'un. Joanne leur explique donc gaiement et avec satisfaction que Cindy et lui ont conduit Kevin sur le chemin de terre de la vallée de Vic-de-Sceaux, avant de l'endormir à l'aide d'un certain produit chimique, puis de le poignarder à de multiples reprises. Joanne s'en donne littéralement à cœur joie, déchaînant sur Kevin les plus sadiques de ses pulsions. Entre autres sévices, il se vante notamment d'avoir arraché l'un des yeux de Kevin avec une petite cuillère, et de lui avoir défoncé les dents à coups de marteau. Bien évidemment, tout cela est tellement énorme que les camarades de Joanne n'en croient pas un mot. Pour eux, celui-ci essaie une nouvelle fois de se mettre en avant et d'attirer l'attention en inventant une histoire improbable. Comme lorsqu'il raconte qu'il est en possession d'un grimoire magique transmis de génération en génération et que ses ancêtres viendraient d'une famille secrète d'empoisonneurs. Oui, sauf que le meurtre de Kevin Sellier est tout
sauf une fiction. Alors, même si Joanne jure ne jamais avoir fait le moindre mal à Kevin et nie tout en bloc, les gendarmes ont à présent la conviction que Cindy, qui n'a jamais digéré le vol des 400 €, s'est en fait associée à lui pour se venger, de la plus cruelle des façons. Chacun y trouvait son compte. Cindy obtenait sa vengeance, et Joanne réalisait enfin son rêve, donner la mort à quelqu'un. Un ultime témoin confirme cette version des faits. C'est Laura, la colocataire de Cindy. Quelque temps après la disparition de Kevin, Cindy a ressenti le besoin de se confier auprès de Laura. Secrètement, elle lui avoue alors que personne ne reverra plus jamais Kevin. Et ce, pour une raison très simple. Joanne et elle ont mis fin à ses jours. Pourquoi Joanne ? Tout simplement parce que le fait de tuer quelqu'un l'intéressait. Il voulait savoir quel genre de sensation le fait d'ôter la vie à un être humain pouvait lui procurer. Le meurtre vient donc de l'initiative de Cindy, qui a trouvé en Joanne le parfait bras armé. À son tour, elle raconte à Laura qu'ils ont essayé d'endormir Kevin avec du produit anesthésiant, mais que, comprenant ce qu'il était en train de se passer, Kevin avait tenté de fuir avant d'être rattrapé par Joanne et elle, puis assassiné. Lorsque Laura lui demande pourquoi elle aurait commis cet acte abominable, Cindy répond que c'était pour obtenir réparation du vol des fameux 400 € chez ses grands-parents. C'était donc le prix de la vie de Kevin Sellier. 400 €. Un mobile complètement dérisoire et impossible à entendre, qui ne fait qu'ajouter à la peine et la douleur de la famille du jeune homme. Le nombre de témoignages dans cette enquête est monumental. Tous accréditent la thèse de la préméditation et confirment que Cindy, comme Joanne, ont chacun eu un rôle primordial dans le meurtre de Kevin. Mais il reste encore difficile de savoir précisément quelles ont été leurs actions respectives et quels sont leurs degrés de responsabilité. C'est tout l'enjeu du procès qui s'ouvre 4 ans après le meurtre sauvage de Kevin Sellier. Savoir qui a fait quoi. Plusieurs mois après le meurtre sauvage de Kevin Sellier, la vérité s'apprête enfin à être dévoilée durant un procès ayant l'objectif de définir les rôles de chacun dans cette affaire sordide. Si Cindy Pereira se présente en tant qu'accusée, bon nombre de personnes ayant fait le déplacement pour assister au procès ont la surprise de constater que Joanne Gamio-Chippi comparaît totalement libre. Le juge ayant estimé que les charges pesant contre lui n'étaient pas assez lourdes pour justifier une mise en détention provisoire. Joanne Gamio-Chippi apparaît donc aux côtés de sa petite amie, l'air heureux et parfaitement serein. Et pour l'occasion, il a même délaissé le look gothique au profit d'un costume bien ajusté. Bien qu'il soit accusé d'un crime gravissime, il ne doute à aucun moment qu'il repartira libre comme l'air du tribunal et se pavane comme s'il n'était absolument pas concerné. Cindy, quant à elle, est en détention depuis déjà 4 ans. Ses remords sont tels que pendant ces 4 longues années, elle demande à ses parents de ne pas venir lui rendre visite, car, selon ses propres mots, elle ne le mérite pas. La grande différence entre Cindy et Joanne se situe là. Joanne se montre supérieure et détachée, quand Cindy ne cesse de demander pardon et de répéter qu'elle regrette son acte. Dans le tribunal, les 2 anciens associés s'ignorent royalement. Mais dès les premières minutes du procès, Cindy surprend toute l'audience en se saisissant du micro placé devant son box et en accusant formellement Joanne d'avoir assassiné Kevin. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, elle revient sur ses déclarations et affirme ainsi que Joanne est le seul responsable du meurtre de son ami. Son ancien comparse saute aussitôt de sa chaise et invective Cindy en lui renvoyant la balle. Les experts psychiatres, qui ont établi un rapport concernant Cindy ainsi que Joanne, sont appelés à la barre afin d'éclairer les jurés sur les personnalités des 2 mises en cause. Le but étant de savoir enfin quels sont les degrés de culpabilité de l'un et de l'autre. Concernant Cindy, les experts s'expliquent difficilement son passage à l'acte. Ils la définissent plutôt comme fragile. Le portrait qu'ils brossent de Joanne, en revanche, est terrible. C'est un homme cruel, dépourvu d'empathie et profondément pervers qui vit dans un monde virtuel. Selon eux, Joanne est le portrait type d'un sociopathe. Ainsi, le procès prend une toute nouvelle direction. L'idée qui en ressort est celle-ci.
Grâce à l'ascendant qu'il avait sur elle, ce serait en fait Johan qui aurait entraîné Cindy à commettre le meurtre, et non l'inverse. Aucun des jurés ne croit à la théorie de l'agression sexuelle qu'aurait subie la jeune femme. Mais Cindy ne peut toutefois nier avoir conclu un pacte macabre avec Johan pour se venger du vol des 400 €. Finalement, et au plus grand étonnement de Johan, les jurés décident que les torts sont partagés et qu'ils méritent tous deux la même peine d'emprisonnement. 25 ans de prison ferme pour meurtre. Au lieu de repartir comme il était venu, Johan se voit ainsi passer les menottes. Cindy et Johan ont choisi de faire appel de cette décision et ont été de nouveau jugés en 2017 à Toulouse. Cette fois-ci, le verdict a été sensiblement plus clément, mais seulement à l'égard de Cindy qui a vu sa peine réduite de 3 ans. Avec ce jugement, la justice a fini par trancher et décider que Johan détenait une plus grande part de responsabilité dans ce meurtre. Peut-être a-t-elle aussi choisi de rendre justice, au-delà de ce crime ignoble, à tous les chats massacrés de ses mains dans la vallée de Vic-de-Sceaux. Voici pour cette atroce affaire française où on a tué pour rien. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez chaton en commentaire pour rendre hommage à ces petits animaux innocents. Et j'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.